Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. La gamelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien? Ich bin ein Berliner. Et si l'histoire donnait le tempo de la musique du présent? Ouvrez grand vos oreilles, vous êtes dans un podcast d'Histoire de lire. L'histoire, c'est maintenant et c'est avec vous. Vous êtes avec Napoléon stratège. Napoléon avait une personnalité hors du commun, il était passionné, excessif, pressé. Il faisait plusieurs choses à la fois et faisait tout très vite. Il mangeait au lance-pierre, il pensait à vive allure, il décidait vite, il était tout le temps en mouvement. Napoléon, encore Bonaparte, a réussi entre 1799 et 1801, en 2 ans, à remettre la France debout, ce qu'aucun autre souverain n'avait réussi avant lui. Et si cette réussite impressionnante n'était pas le fruit du hasard, mais bien le fruit d'une réflexion doublée d'une volonté? Napoléon n'était-il pas, et dans plein de domaines, et pas seulement militaire, un stratège? Pour répondre à cette question, je suis avec l'historien Richard Fremder. Bonjour Richard. Bonjour Vianney. Voilà, votre talent d'historien, vous l'utilisez depuis quelques années pour devenir un jour auteur, écrivain, un autre jour journaliste et j'allais dire un autre conteur. Vous animez depuis presque 10 ans le podcast Timeline. D'ailleurs, je me demande déjà ce que je fais à votre place. Voilà. Alors, première question Richard, on va être sur le terrain politique. Donc la France, depuis 1789, est en révolution, depuis la Terreur est en quête, j'allais dire, de nouveaux équilibres institutionnels. Comment le petit général Bonaparte a-t-il eu une vision très claire de la solution politique qu'il fallait mettre en place en face de la faiblesse du système qui, à l'époque, était le directoire? Alors il y a plein de choses dans votre question en fait. Déjà vous commencez par petit. C'est marrant parce que tout le monde dit petit général. Tout le monde l'a pris pour un petit, pour un homme petit. Il n'est pas plus petit que les poilus en 14-18 si vous voulez. Il a la même taille. Donc déjà on va oublier le petit. Ça c'est la légende noire. Donc il n'est pas si petit. Bref. Comment ce général peut penser la France entre guillemets? Il ne faut pas oublier qu'il faut se mettre dans la tête qu'on est au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, on est lettré. On est cultivé, on a des lettres, comme on dit, qu'on connaît son histoire, contrairement à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. On connaît même très bien son histoire. Dans cette histoire, il y a la Révolution anglaise. 17e siècle, les Anglais font leur révolution, coupent la tête de leur roi, et on a donc le général Monk qui va terminer leur révolution. Donc on sait déjà, et Bonaparte, quand il arrive à son niveau, au niveau où il est général, tout le monde sait que la révolution se terminera par un sabre. Il faut un sabre pour terminer la révolution. Donc, tout général qu'il est, il se dit « pourquoi pas moi ?» Il ne faut pas oublier également qu'on est dans une époque qui adore l'antique. On adore l'Antiquité, on glorifie Rome. Rome, au 5e siècle avant notre ère, vous avez Cincinnatus. Et Cincinnatus, c'est ce fameux homme politique qu'on va chercher quand tout va mal. Quand c'est la décadence absolue, il devient dictateur, il rétablit la situation et il retourne cultiver son jardin. La situation repart à nouveau mal, on va le chercher, il redevient dictateur pour régler la situation et la situation se règle et il repart cultiver son jardin. Ça, c'est l'antique, c'est le modèle qu'on a. Mais on est en France aussi. Et comme on est en France, on a quelque chose qui s'appelle l'homme providentiel. Vous savez, quand tout va mal, on va chercher la personne qui va régler les choses. Et là, ils sont plusieurs. Alors, il y en a eu plein, je ne vous fais pas la liste, on n'a pas le temps. Mais Vercingétorix, évidemment, Jeanne d'Arc, Henri IV, ils finissent pas bien, nos hommes providentiels. Évidemment, il y en a un qui finit étranglé, l'autre brûlé, et puis le troisième poignardé. Malgré tout, on cherche quand même à être l'homme providentiel. Et les généraux s'y mettent, parce qu'ils savent donc que ça se finira comme ça. Et vous avez Lafayette. Lafayette qui dit « Je serai le sabre qui terminera la Révolution. Je serai le sabre de la République. » Sauf que Lafayette, évidemment, il y a eu la fuite de Varennes. Ensuite, il a fait tirer sur le peuple. Ça, on ne pardonne pas. On ne pardonne déjà pas au roi, on ne va pas le pardonner à un général.
ce ne sera pas l'homme providentiel. Vous en avez un autre, Dumouriez, qui est l'homme des victoires. Et Dumouriez est parti trop tôt. Donc on oublie cet homme providentiel. Puis vous en avez comme ça quelques-uns. Et arrive Bonaparte. Bonaparte qui gagne partout en Italie. Formidable. Et là, lui se pense en homme providentiel. Il est l'homme providentiel, celui qui va régler la situation, sauf erreur grave. Il a réglé la situation avant d'être l'homme providentiel, puisqu'il a fait la paix contre les Autrichiens. Donc la situation n'est plus désespérée, on n'a plus besoin d'un homme providentiel. Et le temps passe, on l'envoie donc en Égypte, parce qu'il peut devenir un peu gênant. La situation se dégrade à nouveau, sauf qu'il n'est plus là. L'homme providentiel, il est à des milliers de kilomètres. En plus, les Anglais sont arrivés par l'arrière, si je puis dire, et lui ont coupé la route. Il est à des milliers de kilomètres, il ne peut rien faire, cet homme providentiel-là n'existe plus. Ils vont en chercher un autre, qui s'appelle Joubert, qu'il fabrique un petit peu. Bon, je vous passe les détails. Joubert meurt très vite, bêtement, et il n'y a plus d'homme providentiel. Sauf que, en novembre 99, Bonaparte revient, et là, il a la situation en main, parce qu'il a eu ses agents, il a ses frères à Paris depuis longtemps, il sait ce qu'il veut faire, parce qu'encore une fois, il a des lettres, il sait ce qu'il faut faire en économie, il sait comment il faut faire la paix, et y compris l'économie, les finances, y compris les taxes, puisqu'il a travaillé beaucoup en Égypte là-dessus, il avait même des idées de réforme, et donc quand il arrive, il se dit « je vais pouvoir régler la situation ». La vraie question qui se pose, c'est est-ce que c'est lui qui a décidé d'un coup d'État, ou est-ce qu'on l'a utilisé comme sabre? Ça, c'est une question qu'on peut poser, mais l'historien est un enquêteur. Lui, son job, c'est de trouver des traces, d'avoir des documents. On n'a pas de documents, donc on n'est que dans l'expectative, à se dire, quand on le connaît, on se dit qu'il a peut-être un tout petit peu quand même utilisé les uns et les autres, CIS et compagnie. Il faut savoir aussi qu'à l'époque du Directoire, c'est un coup d'État tous les ans à peu près. Donc, pour régler la chose, la Constitution ne pouvait rien faire. Il fallait attendre plusieurs années avant de pouvoir changer quoi que ce soit. Donc il fallait un coup d'État pour aller vite et changer les choses. CIS le savait. CIS a utilisé Napoléon. Napoléon a utilisé CIS certainement. Parce que pour arriver à ses fins, il fallait en terminer avec le Directoire qui avait raté beaucoup de choses. Ça commençait à aller mieux. Il y a une chose qu'il ne savait pas faire, le Directoire, c'est de parler de ses succès. Alors, on vous suit complètement dans cette lecture progressive qui nous emmène jusqu'au 18 Brumaire et au coup d'État. Mais comment, dans la tête donc de Bonaparte, on passe d'un système politique bancal qui est ce directoire à concevoir la nouvelle organisation institutionnelle et consulat? Comment est né Encore une fois, on est sous Rome, on est à l'époque romaine, on est dans la République romaine. On utilise cette... Mais d'ailleurs, depuis Robespierre, enfin depuis très longtemps, on utilise la République romaine, l'être suprême, enfin tout ça, ça vient de très loin. Bonaparte, j'allais dire Napoléon, on est encore Bonaparte. Bonaparte, de toute façon, utilise le système que voulait CIS, c'est-à-dire d'avoir 3 têtes, mais très rapidement, il n'y en aura qu'une seule qui va dépasser, évidemment, et ça, c'était son projet dès le départ. Quand on le connaît, dans tout ce qu'il a fait, il a toujours voulu être le premier. Donc il n'y a aucune raison que ça change. Donc pourquoi et comment? Tout simplement, il s'est débarrassé. Il a pris la place. C'est son principe stratégique pour tout. C'est-à-dire qu'il prend de vitesse tout le monde. Le temps que vous vous mettez à réfléchir en disant « oui, peut-être que lui, il est déjà parti ». Ça a été ça pour le mariage de son frère, ça a été ça pour tout, finalement. Alors, on l'a compris, nous sommes bien en face d'un vrai stratège politique et ces 3 axes de travail, l'administration, les finances et la loi, voilà, ont été ces axes pour accoucher d'une constitution, axes qui perdurent, j'allais dire, jusqu'à aujourd'hui dans nos institutions. Alors, on change, si vous voulez, de domaine et on part dans l'aventure économique. Là, c'est peut-être plus surprenant. La France est totalement exsangue. Tous les budgets de la France depuis Louis XVI sont déficitaires. Bonaparte, a priori, comprend très vite que son action sera vouée à l'échec si l'économie ne suit pas. Mais comment, alors je vais peut-être dire le petit, le grand Corse, le moyen Corse, a-t-il pu imaginer des plans d'envergure pour relancer l'économie et les finances de la France? Encore une fois, c'est quelqu'un de logique, j'allais dire. Il va gérer en bon père de famille du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il pense en homme du XVIIIe siècle. Au contraire des Anglais qui, eux, sont déjà dans l'économie, sont déjà sur le crédit, c'est-à-dire ils ont déjà, eux, un temps d'avance, financièrement parlant et économiquement parlant, ce qu'il n'a pas, lui. Il a toujours d'ailleurs détesté le crédit, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Est-ce que ça, je ne vais pas faire de la psychologie de bas étage, est-ce que ça vient de sa jeunesse? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas,
il pense en bon père de famille. Et il ne faut pas oublier que la France et que l'économie en général, que le monde est un système, que tout marche ensemble. C'est-à-dire que l'économie va bien, la paix, l'intérieur va bien, le social va bien. Si la guerre, paix, le reste, tout fonctionne. S'il y a quelque chose, l'un de ces piliers qui tombe, tout tombe. Ça, il le sait et il le sait très bien. Encore une fois, c'est un militaire. Donc là aussi, tout doit être fait selon un principe militaire. Quand il arrive au pouvoir, la France a un peu plus de 160 000 francs dans les caisses. Imaginez un peu, c'est-à-dire rien du tout. On va quand même faire le tableau, parce qu'il n'y a pas l'économie, certes, mais il y a tout le reste. Il ne faut pas oublier. La France est en guerre intérieure, la Vendée. Guerre à l'extérieur. Donc il n'y a plus un sou dans les caisses. Il y a l'État, tout le monde s'en fiche littéralement. On en arrive même à faire du troc dans certaines régions. C'est-à-dire que même la monnaie ne suit plus. Vous savez, la monnaie fiduciaire, fiducia en latin, c'est la foi. On n'a même plus foi en rien. C'est-à-dire que l'État, vous disiez exsangue, il n'est plus rien. En 2 ans, il va tout rétablir. Vous disiez tout à l'heure, personne ne l'a fait avant lui. Henri IV l'a fait en 10 ans, lui va le faire en 2 ans. Ce qui est assez formidable. Et il va faire tout ça en même temps. 40% de la production industrielle française a été détruite sous la Révolution. À part évidemment le militaire, puisqu'il n'y a plus que ça qui fonctionne. Et c'est évident. Lui va donc remettre ça en marche. Mais tout doit fonctionner en même temps. C'est pour ça qu'il faut penser système. Et qu'il pense système comme un militaire. Il ne peut pas dire, comme certains de nos politiques aujourd'hui, je vais m'occuper de ça, et puis dans 2 ans, je m'occuperai de ça, et puis voilà. On ne peut pas faire ça, parce qu'encore une fois, ce système ne fonctionnerait pas. Donc, paix à l'extérieur, paix à l'intérieur, on relance l'économie, et on fait tout ça en même temps. Et c'est ça qui est formidable, et il le fait. Et il s'attaque à tout. Vous disiez, hein, il fait tout très vite, donc il dort pas beaucoup, il mange pas beaucoup, en tout cas il mange vite, etc., etc. Donc il a le temps de travailler, et il ne fait que ça. J'insiste, aujourd'hui c'est une notion qu'on met un tout petit peu à côté, mais le travail, il ne fait que travailler, cet homme-là. Et un peu comme si, et on se rend compte que beaucoup de génies sont comme ça, comme s'il savait qu'il n'avait pas le temps. Qu'il avait très peu de temps. Ça aussi, la notion, j'aimerais bien travailler un jour là-dessus, la notion du temps chez ces hommes providentiels, mais il n'y a pas qu'en France, il y en a un peu partout, quel que soit le niveau. Donc il va relancer l'économie à tous les niveaux, il va beaucoup bouger. En France, il va aller dans les entreprises, dans les industries, il va leur redonner, d'ailleurs très souvent, d'ailleurs j'en parle un petit peu dans le livre, je reprends quelques termes, tous disent, quand il est passé, ça a redonné un coup de fouet à tous nos ouvriers, c'est un galvanisateur, c'est un extraordinaire communicant, c'est peut-être l'un des meilleurs, après le Christ, c'est le meilleur communicant qui existe. Et il crée une monnaie. Et en plus, j'allais dire ça, il crée une monnaie, il créera même une banque, etc. Il crée une monnaie qui va durer 100 ans. Enfin, il faut imaginer ça, 100 ans, ça n'existait pas, ça n'a pas existé dans toute notre histoire. Donc, il a recréé des bases pour un pays qui n'avait plus rien, qui était dans un état de délabrement très avancé. Et surtout, c'est pas le tout de faire des choses, il faut redonner confiance. Et il a redonné confiance. Il ne faut pas oublier une chose aussi, par ses victoires. C'est un peu comme les rois francs, vous savez, qui gagnaient, en tout cas qui étaient puissants par la victoire. Le sol invictus, ça aussi, ça vient de Rome, pareil. Hein, le général romain n'est puissant que quand il gagne. Quand il perd, on lui donne un coup de pied et il retourne chez lui. C'est exactement la même chose. Tant qu'il gagne, ça va. Alors, merci pour ce beau développé sur Bonaparte, stratège en économie. Vous l'avez dit, il s'implique, il prône un protectionnisme, un interventionnisme de l'État dans les affaires. Il est très colbertiste, c'est ça. En réalité. C'est pas un grand visionnaire. C'est pour ça que j'insiste sur l'homme du XVIIIe siècle. Finalement, il a grandi sous les rois de France, il a grandi sous la monarchie. Il n'est pas anti-monarchiste, d'ailleurs. Il n'était pas question de ramener, il n'est pas le général Monk qui ne va pas ramener Louis XVIII au pouvoir, d'ailleurs, il le lui a écrit. Mais effectivement, il a les mêmes réflexes pour tout. C'est un homme du XVIIIe siècle, très protectionniste, trop, mais très interventionniste, pardon. Et il va intervenir, notamment dans les exportations. Il va aider. Il faut que... De toute façon, il a une vision pour la France. La France doit être première en tout. Voilà, c'est ça. C'est une certaine idée de la France avant le général, un autre général, beaucoup plus grand que lui, mais physiquement aussi en tout cas. Mais il avait cette idée que la France devait reprendre sa place, celle qu'elle avait avant, à tous les niveaux, première à tous les niveaux. Mais il oublie un peu l'Angleterre qui, à ce moment-là... Il y a 2 grands mondes, si vous voulez. Il y a le monde maritime, le monde terrestre. Il est le leader incontesté sur la Terre. Il n'aura jamais pu
conquérir la mer. Alors, justement, j'ai une question complémentaire à l'économie. Là, avec les yeux d'aujourd'hui, on accuse beaucoup Napoléon d'être esclavagiste. Est-ce que là, on peut quand même dire qu'il y a eu une erreur de stratégie et qu'il a fait une faute grave ou pas du tout? Mais c'est qui le on? Moi, c'est une vraie question d'abord. C'est qui le on? On accuse Napoléon d'être esclavagiste. Moi, j'aimerais bien savoir qui est on. Parce que ceux qui disent, qui accusent, sont ceux qui soit pensent l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui, ce qu'il ne faut évidemment pas faire quand on est soit un historien, soit un passionné d'histoire. Il faut lire l'histoire avec les yeux de l'époque dans laquelle on parle. Quand on est un homme du XVIIIe siècle, la question n'existe pas, ne se pose même pas. Il n'y a pas... Il y a peut-être un écrit de quelqu'un qui dit c'est pas bien l'esclavage. Oui, ça existe. C'est un peu comme si dans 200 ans, vous me sortez un youtubeur qui a 3 personnes qui le regardent et qui parlent d'un sujet. On dit, ah voyez, on en parlait déjà à cette époque-là. Oui, effectivement, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui en parlent. Je ne dis pas que c'est bien, l'esclavage. Je dis juste qu'à cette époque-là, c'est même pas un sujet. D'ailleurs, lui était plutôt contre l'esclavage. Au départ, il veut abolir l'esclavage. C'est la liberté. Il est comme l'homme de la Révolution, l'homme qui termine la Révolution, mais en gardant les acquis de la Révolution. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il a fait une erreur? Moi, je suis historien. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un sociologue et je ne suis pas un journaliste politique. Donc, je n'ai pas à dire il a fait une erreur ou pas une erreur à ce sujet-là. Je peux dire il a fait une erreur sur la retraite de Russie, de reprendre la même route au lieu de passer par le nord. Ça, il a fait une erreur. Ça, on peut dire que c'est une erreur. Dire que c'est une erreur l'esclavage, mais pourquoi? Il a gardé l'esclavage sur 2 îles. Pourquoi? Parce que c'est l'économie qui décide. Tout simplement parce qu'on s'est battu pour récupérer ces îles-là, qui étaient anglaises au départ, et puis espagnoles. Or, les Anglais et les Espagnols continuent l'esclavage. Au niveau économique, le sucre est extrêmement important. Aujourd'hui, l'équivalent, ce serait les terres rares pour fabriquer des smartphones, ce genre de choses. C'est très important, c'est vital. Or, les planteurs, les propriétaires de grandes plantations qui ont des esclaves, s'ils commencent à payer la main-d'œuvre, c'est un gros problème économique. Il ne peut pas rétablir l'esclavage à ce niveau-là. Mais partout ailleurs, il l'a fait. Donc, c'est un pragmatique parce qu'il n'a aucun avis sur la question. Il est quand même marié à Joséphine, à cette époque-là, qui n'a aucune influence sur sa décision. On a longtemps dit, Joséphine, forcément créole, nanana, fille de planteur, forcément, elle n'a pas voix au chapitre. Avec Napoléon, la femme n'a pas droit au chapitre, politiquement parlant. Donc il est hors de question qu'il l'écoute. Non, c'est un pragmatique. D'ailleurs, quand il est en Égypte, il va libérer des esclaves. Quand il arrive à Malte, il libère les esclaves. Plus tard, au moment des 100 jours, il va abolir l'esclavage en Pologne, etc., etc. Non, c'est un pragmatique, il n'y a pas d'erreur. Mais que les gens qui disent ça se regardent, parce que, encore aujourd'hui, là, de nos jours, au XXIe siècle, il y a encore des pays qui sont esclavagistes, ce qui paraît totalement incroyable. Ce sont des pays dont se réclament les personnes qui, très souvent, disent que Napoléon est un esclavagiste. Peut-être qu'ils devraient faire attention. Alors, on arrête de parler au nom des on et de crier avec les loups. Et si on parlait côté cœur? Dans votre livre, vous faisiez allusion tout à l'heure que vous venez de publier, Napoléon à la plage, chez Duno. Vous développez tout un chapitre intitulé « Les stratégies matrimoniales de Napoléon ». Que voulez-vous suggérer par là? Que là encore, il n'y a pas de... Comment dire... Tout est stratégie parce que tout est pensé. Voilà, c'est ça en fait. Il n'y a pas d'improvisation. C'est pas, ah bah tiens, celle-là me plaît bien. Non. Encore une fois, pensons au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on doit se marier pour avoir une situation sociale. Bonaparte, avec sa famille, il n'a pas été aidé par son père, qui les a ruinés littéralement. Donc il faut que tous les enfants se marient, qui sont des fils, donc beaucoup de fils. Il faut qu'ils se marient pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Il va organiser ça d'ailleurs.
quand son frère tombera follement amoureux d'une fille et que lui tombera aussi amoureux d'une autre, il va décider que finalement son frère aura celle que... Voilà, mais c'est lui qui décide. Il redistribue les cartes. Encore une fois, il redistribue pendant que son frère pense que tiens, ce serait bien que... Non, lui, il va le faire. Voilà. Et puis finalement se rendre compte que celle qu'il voulait, c'est pas celle qui soit lui permettrait d'arriver là où il veut, mais il y pense peut-être pas encore, ou en tout cas, c'est pas ça. Elle est presque trop, on dirait aujourd'hui, et c'est pas péjoratif, elle est presque trop provinciale. Il est monté à Paris entre-temps. C'est ça, exactement. Il est à Paris à ce moment-là, et là, tout change. Effectivement, il connaît des choses, notamment il connaît l'amour, ce que c'est quand même important. Et là, il va rencontrer la personne qui va non seulement lui apprendre l'amour physique. C'est pas neutre, hein. C'est important quand on est un provincial qui vient d'une île où il parle à peine français, il n'est pas propre sur lui, voilà, il est mal dégrossi, ce petit caporal et ce général. Et puis il va tomber follement amoureux de cette femme qui n'est pas très belle d'ailleurs. Tous ceux qui la croisent disent qu'elle est franchement moche, que c'est dans son gâté, enfin voilà. Mais elle a quelque chose. Elle doit être, je sais pas, évidemment, j'ai pas eu le plaisir, l'honneur de la croiser, mais elle doit avoir quelque chose qui le subjugue. Et surtout, il se rend compte que c'est une intrigante sociale dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est celle qui est capable d'organiser sa sociabilité, le faire devenir important. Donc il n'y a pas le coup de foudre avec Joséphine? Ah, il y a un coup de foudre, si, il y a un coup de foudre, mais il y a aussi un calcul derrière. D'accord. Et c'est un billard à 3 bandes, puisque c'est surtout Barras qui lui met Joséphine dans les bras, parce que Barras pense se débarrasser de Bonaparte, c'est raté. Donc ça, c'est un calcul. Et l'idée de se marier, il va partir en campagne, donc il se marie très vite, et puis plus tard, bon, je reviens, il a été fou amoureux, c'est l'amour de sa vie. On n'imagine pas les lettres de Napoléon, de Bonaparte et Napoléon plus tard, à Joséphine, qui sont des lettres enflammées, presque, d'un érotisme extraordinaire. Et il lui dit « je brûle de vous revoir », et il lui donne des détails sur ce qu'il fait en pensant à elle, et elle ne répond pas. Alors, certains ont dit « il a conquis l'Europe parce qu'il ne pouvait pas conquérir son cœur ». J'aime assez l'image, je trouve que c'est très joli. Il était fou d'elle. Jusqu'au bout, jusqu'à sa mort à elle. Il était vraiment fou d'elle, mais il y a un moment donné où elle ne lui donne pas d'enfant, et pour sa situation, c'est impossible. Donc là encore, il est obligé de se séparer de cette femme qu'il aime énormément, pour trouver un ventre, il le dit. Je dois trouver un ventre. Et là, il fait une étude de marché, j'allais dire. Il fait une étude de marché. Or, vous me parliez d'erreur tout à l'heure, là, l'historien a le droit de dire, c'est certainement sa plus grosse erreur. Marie-Louise, donc autrichienne, qui est quand même de la famille de celle de qui on a coupé la tête, quand même pas terrible. En plus, c'est la fille de celui qu'on a battu, qu'il a battu 2 fois en bataille, puis il envoie celui qui l'a en plus écrasé. Enfin voilà. Mais aller chercher Marie-Louise, c'est peut-être une erreur. Il aurait épousé Marie Walewska, ça aurait eu une autre gueule, si je puis me permettre. Sa maîtresse polonaise. Exact. Mais voilà, encore une fois, tout est pensé. L'étude de marché, je trouve que c'est parfait comme image. J'aurais dû la reprendre, d'ailleurs. J'aurais dû la prendre. Mais c'est ça. Tout est pensé, stratégie. Il faut trouver un ventre, il le trouve. Il n'est absolument pas amoureux d'elle. Par contre, il est très prévenant avec elle. C'est pas un monstre, hein. Mais politiquement, il pensait aussi, diplomatiquement, éliminer un ennemi avec l'Autriche. Hein. Non, au début, il voulait la fille du tsar. Oui. Et le tsar lui a quand même envoyé un camouflet... Par son silence. Par son silence, sa non-réponse, qui l'a beaucoup, beaucoup heurté. Alors, Richard, Napoléon, on l'a bien compris, ne se réduit pas aux guerres, certes nombreuses, qu'il a menées. Peut-on dire pour autant, vous en avez fait allusion, que les guerres ont été des accidents malgré lui et que Napoléon était d'abord et surtout un stratège de la paix intérieure et extérieure? C'est joli ça, oui. Oui, certainement. Je ne sais plus qui avait cette phrase, effectivement, qui disait « En grand stratège militaire, il cherche avant tout à faire la paix ». Effectivement, cette phrase est superbe. Oui, je pense réellement que c'est un homme de paix. D'ailleurs, quand il arrive, la paix d'Amiens, c'est immédiat. Sauf qu'il a une notion de la paix, encore une fois, qui fait qu'il faut qu'il soit en position de force. La guerre se gagne, c'est évident, mais la paix se gagne aussi, ce qui a valu à Clémenceau, d'ailleurs, qui n'a pas gagné la paix. Le surnom après le père, la victoire, P-E-R-E, père, la victoire, P-E-R-D, ce qui est terrible, d'ailleurs, et qui lui a coûté la présidence. Mais une paix se gagne aussi. Et en grand stratège, il a toujours cherché, effectivement, à faire la paix. Il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais déclaré une guerre.
elle a toujours été déclarée par les autres. Alors il a fait en sorte, hein, on ne va pas non plus se leurrer, il a toujours fait en sorte que ce soit les autres qui déclarent la guerre, se poser en victime, et après réagir et surréagir. Mais oui, je pense réellement qu'il a aimé ça, c'est un militaire. Il a aimé être à la tête de ses troupes, et il mourra en disant tête armée quand même. Hein. Mais en homme de paix, oui, jusqu'à un certain point. Mais d'ailleurs, il disait à Murat qu'il ferait la guerre quelques années et qu'il faudrait qu'il s'arrête après. Parce qu'il savait qu'il aurait perdu quelque chose. Certainement, les autres commencent à apprendre sa stratégie, et d'ailleurs on le voit, puisqu'il commence à perdre. Au bout d'un moment, ça ne marche plus. Il le savait, ça. Et il est allé, à mon sens, trop loin. Alors, on va rebondir sur l'actualité. On va parler de la politique de santé. Il y a eu de nombreuses crises sanitaires sous le règne de Napoléon. Comment a-t-il géré et agi par rapport à ces pandémies ? En militaire, encore une fois en militaire, c'est-à-dire que la variole, qui est quand même la peste de l'époque, hein, il avait compris très vite qu'il fallait régler ça. Et régler ça de la façon la plus efficace, c'est-à-dire d'abord, il y en a un seul qui décide. On n'a pas 250 officines qui, par-ci, par-là, donnent leur avis. Alors, ils peuvent toujours donner leur avis, mais à la fin, il y a quand même un chef qui tranche. Et c'est comme ça à l'époque. Et il tranche en faveur de la vaccination. La vaccination, qui est très récente, hein, elle n'a pas un siècle. Mais il connaît. Et donc, il décide, il va être le premier, et ça va durer derrière. Il décide de faire vacciner un maximum de gens, notamment les enfants. Et commencer par les enfants, ce qui est assez formidable. Il y a eu des grippes. Il y a eu une grosse grippe, effectivement, très rapidement. Je crois que c'est 1802, je ne me souviens plus de la date exacte, une grosse grippe. Et là, les journaux n'en parlent pas. On interdit aux journaux d'en parler. Il y a des morts. On le sait, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a les lettres des gens qui arrivent à Paris et qui disent « Oh là là, tout est fermé parce qu'il n'y a plus personne, ils sont tous malades, etc. » Oui, il y a des grosses grippes. Il y a une grosse épidémie qui est là, et ça va durer 4 mois. Mais la police veille, met à part, encore une fois, les malades. C'est quelque chose d'historique, on va dire. On met, ce qui me paraît plutôt malin, on met à part les malades pour éviter qu'ils contaminent les autres. On confine pas les bien portants, si vous voulez. On confine les malades et les bien portants, on les laisse tranquilles. Donc la police a fait son rôle parce que la police était très organisée. Encore une fois, le système très hiérarchisé, etc. Mais tout fonctionne en même temps. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crime. Hein. Il ne faut pas croire non plus. Mais voilà, il a géré ça assez rapidement. Et sur la variole, il a été très efficace. Une leçon pour nos hommes politiques d'aujourd'hui, bien reçue. Pas de commentaire. Richard, j'ai envie de vous demander si le plus grand des talents de Napoléon n'est pas celui de la communication, s'il n'était pas vraiment le grand stratège en communication. Il pensait bien sûr à faire, mais il pensait aussi très très vite à dire ce qu'il faisait. Et de ce point de vue-là, on peut se demander s'il n'est pas extrêmement moderne. Déjà 3.0, réseaux sociaux avant l'heure, très moderne. S'il avait eu les réseaux sociaux, oui, il serait extraordinaire aujourd'hui. Mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure en rigolant. Après le Christ, je crois que le plus grand propagandiste, c'est Napoléon Bonaparte. Oui, il a tout compris, effectivement. Mais dès le départ, dès la campagne d'Italie, la première campagne d'Italie, il a ses journaux. Il y a dans un James Bond, je ne sais plus lequel, le méchant dit « Napoléon avait ses armées, moi j'ai mes journaux ». C'est une erreur grave. Napoléon aussi avait ses journaux et il s'en servait. C'est-à-dire que, d'abord c'est lui qui écrivait, hein, il était hors de question que ce soit un journaliste qui l'écrive. Et donc depuis le départ, il dit ce qu'il fait. Il fait ce qu'il dit aussi, mais et surtout, il enjolive les choses. Il utilise des paraboles extraordinaires qui ne sont pas forcément dites, mais qui sont écrites. Le fameux vous êtes nus et mal nourris, vous allez voir dans ces campagnes italiennes, vous allez pouvoir, etc., etc. Tout ça est écrit, c'est merveilleusement écrit. Enfin, c'est grandiloquent, c'est extraordinaire dans le sens littéral du terme. On est au-delà de l'ordinaire. Il a le sens des formules. Il a le sens de la formule. Aujourd'hui, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est des punchlines. Il a le sens de la punchline, ça c'est clair. Et effectivement, c'est le plus grand communicant. Après, on aura Steve Jobs, peut-être. Un peu dans le même style, mais je plaisante à moitié, on est un peu dans le côté gourou, quelque part. Il ne faut pas oublier, ces hommes le suivent jusqu'à la mort.
ils ont confiance en lui. Tout le monde, non. Mais tous ceux qui sont proches de lui le suivent jusqu'à la mort. Et la dernière plus grande propagande qu'il ait faite, finalement, c'est quand il est sur son dernier rocher, en réalité, où il va s'évader de ce rocher en pensée, puisque en envoyant les 4 évangélistes, Lascaz, Montholon, etc., ceux qui ont vécu avec lui, il va raconter non seulement la grande période des 15 années qui ont passé, mais en plus il va se mettre en Prométhée sur son rocher, celui à qui on fait les plus grandes horreurs, forcément, c'est le martyr absolu, il est sur son rocher, on le blâme, on lui enlève sa vaisselle, on lui enlève tout, et il va enjoliver, là aussi, il va en faire des tonnes, et quelques années plus tard, ça donnera les romantiques, ça donnera les grandes révolutions européennes, et c'est lui, au final, qui gagne grâce à ses idées, ce qui est quand même formidable, mais il va passer pour le plus grand libertaire, ce qui est quand même pas rien, hein. Il faut quand même arriver à suivre la chose. C'est le plus grand, le héros de la liberté pour un dictateur. C'est pas mal, non? Donc voilà, par ses écrits, journalistiques, par ceux qui vont raconter ensuite, il va lancer le bonapartisme finalement. Et qui va annoncer derrière Napoléon III. Sans Napoléon Ier, évidemment pas de Napoléon III, c'est évident, mais sans Lascaz, sans le mémorial de Sainte-Hélène, il n'y a pas de Napoléon III qui tienne, évidemment. Parce qu'en 1825, je crois, 24 ou 25 est publié le mémorial, donc 3-4 ans après sa mort. Et là, beaucoup lisent, c'est l'un des plus grands succès littéraires de l'époque, il faut quand même imaginer, du 19e siècle, il faut quand même imaginer ça, après la Bible, c'est quand même fabuleux. C'est pour ça que je fais le rapprochement entre le Christ et Napoléon, mais d'ailleurs lui-même faisait le rapprochement, donc je ne le trahis pas. Et on se dit, alors il y a ceux qui disent, c'était formidable, finalement la France était puissante, était forte, et c'était beau. Victor Hugo, qui est l'ode à la colonne, etc., en plein Louis XVIII, en pleine royauté, l'ode à la colonne, il faut quand même le faire, il va retrouver son père, c'est formidable, ce général Hugo, qui, vous savez, ce fameux général au sourire si doux, mon père ce héros, etc. Et puis on va voir les anciens héros, les braves, j'y étais. Et là, on commence à réfléchir, à se dire que c'était finalement pas si mal que ça avant, c'était mieux avant, et les rois ont commencé à chanceler. Tout à fait. Alors, on va dire que Napoléon, effectivement, a perdu quelques guerres, et pas que Waterloo, mais en revanche, il a bien gagné, effectivement, en tant que stratège de communication, et après sa mort, c'est un peu votre message. On pourrait passer des heures ensemble, oui. Malheureusement, c'est la fin, donc je vous remercie infiniment, Richard Fremder. La conversation de ce podcast donc, est fortement inspirée de votre dernier livre, Napoléon à la plage, aux éditions Duno, avec un sous-titre « Un stratège dans un transat ». Voilà. La question intéressante de ce petit livre, c'est de savoir si Napoléon a été le simple et génial fruit des circonstances, ou Napoléon a-t-il pensé en fin stratège son œuvre, en quelque sorte. Voilà. Vous y répondez avec des arguments justes, souvent ciselés. Voilà, vous nous invitez à quitter les lunettes du XXIe siècle pour mieux comprendre ce Napoléon, homme pétri du XVIIIe. Et vous nous prouvez que Napoléon ne s'est pas laissé enterrer par les Anglais et qu'il s'est bien échappé de Sainte-Hélène. Voilà, Napoléon à la plage, un livre à dévorer d'urgence. L'histoire napoléonienne vous titille. Pour aller plus loin, la Fondation Napoléon, partenaire de ce podcast, vous donne rendez-vous sur son site napoléon.org. Vous étiez dans un podcast Histoire de lire. À ce micro, Vianney Malin souhaite remercier Lucas Parino et Alexandre Méron au son et toute l'équipe d'Artea Communication à la diffusion et promotion. L'histoire continue et c'est avec vous. N'oubliez pas nos autres épisodes.